À la fête de Noël de l'entreprise, l'amant de bureau de ma femme a levé son verre en disant, à l'idiot qui paie les factures, je ne t'ai pas ruiné Rachel, j'ai seulement gardé les preuves, alors me voilà un mardi matin vers 9h45, debout dans mon propre couloir comme un fantôme, serrant une tasse de café qui était soudain devenue ma seule relation fiable. Le truc avec la trahison c'est qu'elle n'arrive pas toujours avec de la musique dramatique et des confrontations sous la pluie, parfois elle te surprend vêtue d'un legging de yoga et parlant bien trop fort sur haut-parleur. Ma femme Rachel se tenait dans notre salon, en train d'avoir ce que je ne peux décrire que comme l'assassinat conjugal le plus désinvolte que j'ai jamais vu. Maman je te dis que j'en ai fini avec lui dit-elle, comme si elle annonçait qu'elle en avait assez d'une série Netflix ennuyeuse. Je ne peux pas vivre avec un homme qui pense que coucher avec mon patron est un si grand problème. Sérieusement on n'est plus à l'époque victorienne, je restais là, ma tasse à mi-chemin de ma bouche, le cerveau saturé de messages d'erreur, coucher avec son patron, son riche patron, depuis quand cela était-il devenu une information publique et depuis quand l'infidélité s'était-elle requalifiée en choix de vie? La voix à l'autre bout appartenait à Patricia, la mère de Rachel et l'incarnation humaine d'une migraine. Patricia pensait que le mariage était un arrangement économique temporaire comme une multipropriété qu'on pouvait améliorer quand quelque chose de mieux se présentait. Elle avait divorcé 3 fois, chaque mari étant plus riche que le précédent, et elle portait ses pensions alimentaires comme des médailles de guerre. Au chéri finit par grésiller la voix de Patricia à travers le haut-parleur. Je te le dis depuis des années, tu pourrais avoir bien mieux, quelqu'un qui comprend ton style de vie et tes ambitions. Ce pauvre homme conduit encore une berline, je pensais amèrement. Qu'elle est pourtant entièrement payée, qu'elle consomme peu et qu'elle ne m'a jamais jugé pour avoir mangé de la restauration rapide sur un parking à minuit, bien plus que je ne peux en dire de la compagnie présente. Rachel rit, elle rit vraiment, et je sentis quelque chose en moi se fissurer, pas se briser juste se fissurer, comme un pare-brise qui tiendra encore un moment mais finira par éclater spectaculairement. Je sais et il est tellement prévisible, il prépare les œufs de la même façon chaque dimanche, la même façon maman, qui fait ça. Les gens qui ne sont pas des sociopathes avaient-je envie de hurler, mais je ne dis rien, je restais simplement là, écoutant mon mariage se faire annuler comme un tweet problématique. Alors quel est ton plan ma chérie demanda Patricia, et je pouvais presque l'entendre allumer une cigarette. Tu parles déjà à un avocat, Gerald Henderson tu sais, cet avocat du divorce qui a géré l'affaire Richardson, il paraît qu'il est impitoyable. L'équivalent physique d'un grand requin blanc, et Marcus demanda Patricia en prononçant mon nom comme une légère contrariété. Rachel soupira théâtralement, oh il acceptera tout, il est trop doux, cet homme s'excuse auprès des meubles quand il les heurte, il ne me combattra pas sur ce terrain-là. Elle avait parfaitement raison. Je retournai dans la cuisine, posai ma tasse avec une précision méticuleuse et fixai le calendrier mural qui portait encore notre anniversaire encerclé en rouge, le 14 septembre, un cœur tracé autour par Rachel, son écriture d'une époque où elle faisait semblant de se soucier de choses comme les anniversaires et la monogamie. Quand elle entra dans la cuisine 20 minutes plus tard, maquillage parfait et cheveux coiffés comme si elle tournait une publicité, elle me regarda avec une inquiétude soigneusement étudiée. Marcus il faut qu'on parle. Je me tournai lentement, la tasse de café à la main, car elle était apparemment devenue mon talisman. Bien. Sur 10 jeux, qu'y a-t-il? Durant l'heure suivante elle exposa tout. La liaison durait depuis 6 mois, il s'appelait Brandon, c'était son supérieur à l'agence de marketing, il conduisait une voiture électrique de luxe, possédait un appartement au centre-ville et comprenait paraît-il son besoin de croissance et d'excitation. Elle voulait un divorce propre et simple. Elle avait déjà parlé à Henderson, et fait rédiger les papiers, tout ce que j'avais à faire c'était de signer. Je pense que nous pouvons gérer cela de manière adulte, dit-elle en faisant glisser un dossier sur l'îlot de la cuisine. Pas de dispute, pas de drame, juste 2 adultes qui avancent. Je regardai les papiers, puis la regardai à nouveau et je souris. D'accord, elle cligna des yeux surprise, d'accord. Retiens-toi, fais-le simplement. Je pris un stylo dans le tiroir, et signai là où elle me montrait. Je vis la confusion traverser son visage, suivie d'un soulagement, puis d'une expression qui ressemblait à de la déception. Peut-être voulait-elle une dispute, peut-être voulait-elle du drame, pour justifier le récit qu'elle s'était inventé où elle était la victime, et moi le mari ennuyeux qui ne la comprenait pas. Mais je lui rendis simplement le dossier, avec le même sourire poli que j'utilisais pour refuser les offres de carte de crédit. C'est tout, demanda-t-elle en tenant le dossier comme s'il allait exploser. C'est tout, confirmai-je. Elle resta là un moment, attendant clairement plus de réaction, mais quand je me remis à faire défiler mon téléphone, elle souffla et partit, ses talons claquant sur le parquet comme un compte à rebours. Après son départ, je restai longtemps assis à cet îlot de cuisine, fixant ma tasse de café. Elle portait une stupide citation de motivation, « Aujourd'hui sera une belle journée ».
Ma sœur me l'avait offerte à Noël dernier pour plaisanter, je ris vraiment, parce qu'elle avait raison sur un point. Les meilleures issues ne commencent pas par des explosions, elles commencent doucement, avec un stylo, avec un plan, avec ce calme qu'on ne ressent que lorsqu'on comprend qu'on a toujours eu toutes les cartes en main, sans jamais prendre la peine de regarder son jeu. Voilà ce que Rachel ignorait. Pour elle, j'étais Marcus Anderson, coordinateur des opérations dans une entreprise de logistique de taille moyenne, gagnant 78 000 par an. Respectable mais pas excitant, confortable mais pas riche, un salaire du genre à faire froncer le nez de Patricia et lui faire dire des choses comme « Eh bien je suppose que c'est convenable ». Ce que Rachel ne savait pas, ce que personne ne savait à part mon comptable, mon avocat et le fisc, c'est que Marcus Anderson n'était en réalité que mon déguisement de Clark Kent. Ma véritable identité était Monsieur Anderson, fondateur et directeur de Emera Consulting Group, une société spécialisée dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la négociation de contrats pour de grandes entreprises. J'avais créé la société 7 ans plus tôt, un an avant même de rencontrer Rachel, lors de cet événement caritatif où elle faisait du réseautage, pendant que je profitais des crevettes gratuites. L'entreprise était enregistrée sous mes initiales, pour la garder distincte de ma vie personnelle, et tous les documents, tous les actifs, tous les revenus considérables étaient rattachés à la société à responsabilité limitée, et non à moi personnellement. Et c'est là que cela devient vraiment intéressant. Emera Consulting gérait les négociations de contrats pour Sterling Industries, un immense conglomérat possédant environ 17 filiales. L'une de ces filiales était l'agence de marketing où travaillait Rachel, où Brandon était vice-président principal. Ce qui signifiait, dans la plus belle ironie que j'ai jamais connue, que Brandon approuvait littéralement les factures qui me payaient. Il validait mes contrats, l'homme qui couchait avec ma femme finançait sans le savoir mon compte bancaire. Le trimestre dernier à lui seul, Emera Consulting avait généré 743 000 de chiffre d'affaires. Pas mal pour un pauvre homme qui conduit une berline. Mais je m'avance. Revenons aux semaines qui ont suivi la démolition tranquille de mon mariage. Tu vois, je suis un homme de chiffres, je l'ai toujours été. Tandis que les autres enfants jouaient dehors, moi je classais mes cartes de baseball par statistiques, et je calculais des distributions de probabilités. À l'université, j'ai obtenu une double licence en commerce et en statistique, et dans ma vie professionnelle. J'avais bâti toute une société de conseil sur le principe que chaque problème pouvait être résolu avec suffisamment de données. Alors, quand ma femme a commencé à avoir une liaison, mon esprit n'a pas réagi par des larmes ou des confrontations, il est allé directement à la question, comment quantifier cela? Quel est le schéma, comment transformer l'infidélité en informations exploitables? J'ai commencé à tout suivre, j'ai observé son emploi du temps, notant quand elle disait qu'elle rentrerait à la maison, et quand elle arrivait réellement. J'ai suivi le kilométrage de sa voiture, parce que oui, je suis ce genre de type, et les soirs où elle travaillait tard, elle ajoutait en moyenne 43 miles. Étrange, sachant que son bureau n'était qu'à 11 miles de notre maison. Puis j'ai découvert les relevés de cartes de crédit, nous avions des comptes séparés mais une carte commune pour les dépenses partagées. Enfouie dans les relevés, entre la facture d'électricité et les courses, il y avait une ligne Marriott Downtown Développement Client, $347. Développement client dans un hôtel, quelle approche professionnelle. J'ai ouvert l'historique complet et trouvé 5 autres frais similaires sur 3 mois, chacun étiqueté avec une terminologie d'affaires, c'était comme regarder quelqu'un commettre une fraude avec moins de créativité. C'est à ce moment-là que j'ai créé le tableau, je l'ai appelé économie de l'infidélité, parce que si tu vas documenter la liaison de ta femme, autant t'amuser avec le nom du fichier. Je l'ai conçu avec plusieurs onglets, chronologie, lieu, dépenses, analyse de fréquence, et mon préféré, projection de probabilité. L'onglet chronologie était codé par couleur selon le type de preuve, vert pour les changements d'emploi du temps suspect, jaune pour les dépenses inhabituelles, rouge pour les visites confirmées d'hôtel. À la fin de la 2e semaine, le tableau ressemblait à un arc-en-ciel. J'ai croisé ces réunions tardives avec l'activité sur les réseaux sociaux de Brandon, le type publié sur LinkedIn comme s'il auditionnait pour un magazine d'entrepreneurs. Super dîner client ce soir, publié à 20h47 un mardi, les données GPS de Rachel sur notre plan familial l'a montré au Marriott Downtown, même heure, même nuit. L'onglet analyse de fréquence était mon chef-d'œuvre, j'ai calculé la fréquence moyenne de sa liaison par semaine, 2,3 fois, créé un graphique en barre montrant les jours de pointe, et même développé un modèle prédictif. J'étais comme un météorologue, sauf qu'au lieu de prévoir la météo, je prévoyais l'infidélité. Mon ami Dave m'a appelé un soir pendant que je mettais à jour les coefficients de corrélation,
Dave travaillait dans l'informatique chez Sterling Industries et faisait partie des 3 seules personnes qui savaient que j'étais plus que Marcus des opérations. Mec, que fais-tu? Demanda-t-il après que je sois resté silencieux plusieurs minutes. Analyse statistique, répondis-je en ajustant une formule. De quoi? De mon mariage qui s'effondre. Long silence. Mec, ce n'est pas un comportement normal. J'ai fait un tableau calculant l'impact économique de la liaison de ma femme, incluant les coûts d'hôtel, le kilométrage, la dépréciation et le coût d'opportunité de son temps. Je sais que ce n'est pas normal, j'y plonge entièrement. C'est soit du génie, soit de la folie, pourquoi pas les deux? Le truc avec le fait de transformer la douleur en données, c'est que cela crée de la distance. Chaque trahison devenait un point de données, chaque mensonge devenait une variable. Cela cessait d'être une question d'émotion, pour devenir une question de schéma et de preuve. Pendant ce temps, je continuais à jouer le mari dévoué, je préparais ses déjeuners avec de petits mots, j'embrassais son front chaque matin, je lui demandais comment s'était passée sa journée avec un intérêt sincère. Je n'étais pas gentil, j'étais méthodique, je rassemblais des preuves, je documentais tout. Maintenant, laisse-moi expliquer la structure d'entreprise qui a rendu tout cela possible. Quand j'ai fondé MRA Consulting avec mon avocate Jennifer 4 ans plus tôt, elle avait appelé cela une stratégie de protection des actifs, moi j'avais appelé ça probablement excessif. Mais bien sûr, tu fais ça pour la protection contre les responsabilités, n'est-ce pas? Avait-elle demandé, au cas où l'entreprise serait poursuivie. Exactement, avais-je répondu, ce qui était techniquement vrai, je n'avais simplement pas précisé que la responsabilité qui m'inquiétait le plus pourrait un jour s'appeler Rachel. La maison où nous vivions, achetée par la société à responsabilité limitée 2 ans avant notre mariage, puis louée à nous-mêmes à un tarif très raisonnable que je me versais à moi-même. Les voitures, véhicules de société, les comptes d'investissement, les actifs professionnels, tout était géré à travers la structure de l'entreprise. Chaque élément était daté, documenté, et plus juridiquement solide que les fondations d'un abri anti-bombe. Pour Rachel, nous possédions notre maison ensemble, nous avions des biens communs, nous construisions une vie, en réalité elle était ma locataire, conduisant un véhicule de société, vivant dans une maison appartenant à l'entreprise, pendant que je gagnais discrètement environ 400 000 par an grâce à la société. J'avais tout séparé intentionnellement, non pas parce que je prévoyais un divorce, je ne suis pas aussi pessimiste, mais parce que mélanger affaires et vie personnelle est la manière la plus rapide de se détruire. J'avais vu trop d'entrepreneurs tout perdre dans des divorces, parce qu'ils avaient mis leurs biens à leur nom. Alors, quand Jennifer et moi avons structuré MRA Consulting, nous l'avons fait correctement, le voile corporatif intact, compte bancaire séparé, carte de crédit distincte, dépenses professionnelles dûment documentées. Je me versais même un salaire raisonnable depuis la société, les 78 000 que Rachel connaissait, tandis que la majorité des bénéfices restaient dans les comptes de l'entreprise. Et voici la partie la plus belle à propos de MRA Consulting, celle qui transformait cette situation d'un divorce désordonné en une ironie digne d'un chef-d'œuvre. Mon entreprise était spécialisée dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la conformité contractuelle pour les grandes sociétés. Il y a environ 3 ans, Sterling Industries nous avait engagés pour rationaliser la gestion de leurs filiales, y compris la supervision de conformité pour toutes leurs petites entreprises. Parmi elles se trouvait l'agence de marketing où travaillaient Rachel et Brandon, ce qui signifiait qu'à chaque trimestre, Brandon devait soumettre des rapports qui finissaient par arriver sur mon bureau, pas celui de Marcus Anderson, mais celui de Emer Anderson, directeur général de MRA Consulting, la société à laquelle Sterling versait environ 180 000 par an. Brandon signait littéralement les factures qui me payaient, il pensait probablement que M. Anderson était une entité corporative sans visage, peut-être un homme plus âgé avec un bureau d'angle, il ne savait certainement pas que M. Anderson était assis dans une chambre d'amis, portant un pantalon de survêtement, mangeant une pizza et examinant ses rapports de conformité. La beauté des sociétés à responsabilité limitée, c'est leur conception faite pour la discrétion. Mon nom n'apparaissait sur presque aucun document public, l'agent enregistré était un service juridique dans le Delaware, bien sûr que oui, l'adresse professionnelle était un bureau virtuel au centre-ville, même le site web était volontairement vague, professionnel mais générique, avec des photos de stock montrant des gens pointant des tableaux blancs. J'avais tout gardé séparé intentionnellement, pas pour me cacher spécifiquement de Rachel, mais parce que j'avais appris qu'il vaut mieux prévenir que regretter. Avançons rapidement jusqu'au gala de l'entreprise. Rachel voulait que j'y assiste, probablement pour montrer à Brandon à quel point j'étais docile et facile à gérer. « Tu n'es pas obligé de venir si tu ne veux pas », avait-elle dit, même si son ton suggérait le contraire. « Non, j'irai », avais-je répondu, « ce sera amusant,
j'aime rencontrer tes collègues. Le mensonge avait le goût du champagne. Le gala se tenait au centre-ville, dans un hôtel luxueux, l'un de ces lieux qui facturent $200 par assiette. Rachel avait sorti le grand jeu, robe de créateur, coiffure professionnelle, elle était vraiment magnifique, ce qui rendait toute la situation digne d'une tragédie grecque. C'est là que j'ai rencontré Brandon. Brandon Torres avait exactement l'apparence d'un homme qui conduirait une voiture de luxe et coucherait avec la femme des autres. La quarantaine, les cheveux parfaitement coiffés, un costume qui criait l'argent, il avait cette assurance particulière que seuls ceux qui n'ont jamais affronté de véritables conséquences possèdent. « Marcus », dit-il en tendant la main avec une poignée trop ferme. « Ravi de enfin te rencontrer, Rachel parle de toi tout le temps. »« Vraiment ?» répondis-je d'un ton agréable, « c'est gentil, elle te mentionne aussi, on dirait que vous travaillez bien ensemble. » Une lueur traversa son visage, « Nous formons une bonne équipe dit-il, elle fait partie de mes meilleurs éléments, vraiment, elle obtient des résultats. » J'aurais parié qu'elle conduit autre chose, pensais-je, mais ce que je dis fut simplement, « C'est formidable, elle y met certainement les heures, c'est ce qu'il faut pour réussir. » Brandon acquiesça, « Il faut être prêt à aller plus loin que les autres, on te dis-je, levant mon verre de vin, à de solides partenariats. » Je le regardai droit dans les yeux, l'ironie lui échappa complètement. Pendant le dîner, Brandon menait la conversation comme s'il animait un podcast, racontant des histoires de réunions clients avec un enthousiasme débordant. Toutes les quelques minutes, ses yeux se tournaient vers Rachel, et elle lui rendait ce sourire particulier, celui qu'elle me réservait quand nous sortions ensemble. Richard Chang, le directeur financier, assis à côté de moi, semblait sincèrement aimable. « Alors Marcus, dit-il, Rachel m'a dit que tu travaillais dans les opérations, pour quelle entreprise ?»« Sterling Industries », répondis-je, utilisant ma couverture qui était techniquement vraie, je travaillais bien avec Sterling, ils ignoraient simplement que la société de conseil qu'ils avaient engagée, c'était essentiellement moi. « Sans blague, dit Richard en se redressant, nous appartenons à Sterling, petit monde n'est-ce pas ?»« Tout à fait, répondis-je, tandis qu'en coulisses, le vrai spectacle se préparait. Jennifer déposait les documents pendant que Rachel planifiait sa nouvelle vie post-divorce. Mon avocate avait soumis au tribunal les papiers de propriété de la société, détaillant avec une précision juridique impitoyable pourquoi chaque bien que Rachel pensait lui revenir appartenait à Emera Consulting. Elle avait joint cette année de documents fiscaux, de déclarations officielles, et suffisamment de preuves pour que même le juge le plus sceptique comprenne qu'il ne s'agissait pas d'une dissimulation de dernière minute, mais de la structure de ma vie bien avant que Rachel n'existe dans mon monde. Puis arriva le samedi matin qui changea tout, je préparais le café lorsque Rachel apparut, vêtue de sa tenue d'affaires sérieuse, « Marcus, nous devons avoir une discussion productive sur notre avenir. » Elle me conduisit à la salle à manger transformée en salle de réunion, la table était préparée avec des bloc-notes, des bouteilles d'eau, des stylos assortis et son ordinateur affichant une présentation PowerPoint. Une présentation PowerPoint pour notre divorce, la diapositive titre indiquait aller de l'avant, une proposition de croissance mutuelle et de séparation, en dessous figurait présentée par Rachel Anderson. Je dus physiquement me mordre la joue pour ne pas éclater de rire. « Assieds-toi » dit-elle comme une hôtesse de restaurant, elle avait même apporté des croissants de la boulangerie du centre-ville, parce qu'apparemment, les discussions de divorce nécessitaient un petit déjeuner continental. Elle tamisa légèrement la lumière et passa à la première diapositive de contenu, elle comportait un diagramme de veine illustrant comment notre mariage n'avait pas répondu à ses besoins émotionnels fondamentaux. Comme tu peux le voir, commença-t-elle en utilisant un véritable pointeur laser, notre mariage n'a pas satisfait mes besoins, j'ai passé beaucoup de temps en thérapie avec le Dr Brennan à comprendre mes schémas, j'ai accepté une relation qui ne me stimule pas intellectuellement ni ne soutient ma croissance professionnelle. Puis elle présenta un tableau comparatif, à gauche les priorités de Marcus, emploi stable, véhicule payé, entretien de la maison, routine prévisible, choix financier sûr, à droite les aspirations de Rachel, excellence professionnelle, réseautage stratégique, style de vie luxueux, expérience dynamique, fortes opportunités de croissance. Tu vois le décalage, dit-elle en encerclant sa liste avec le pointeur, tu es satisfait de la médiocrité Marcus, je respecte cela mais je ne peux plus vivre ainsi. Le croissant que je venais de mordre eut soudain le goût de cendre. La dernière diapositive montrait sa proposition de division des biens avec un graphique circulaire, sa part était nettement plus grande, marquée par de Rachel 60%, tandis que la mienne n'était qu'un petit morceau marqué par de Marcus 40%. Je sais que la Californie est techniquement un état de partage égal dit-elle en cliquant sur une sous-diapositive, mais étant donné que j'ai été la principale responsable de nos relations sociales,
celle qui a maintenu notre niveau de vie et honnêtement celle qui a le plus fort potentiel de revenus à venir. Je pense qu'un partage 60-40 reflète mieux nos contributions respectives. Elle l'avait réellement calculé, équité de la maison 60% pour Rachel, épargne commune 60% pour Rachel, mon compte de retraite 50% pour Rachel, véhicule, elle garde la voiture de luxe et moi la berline. Je pense que tu trouveras cela plus que juste, conclut-elle, en affichant une diapositive indiquant question, avec une photo de personnes se serrant la main sous un coucher de soleil. Je me renfonçai dans la chaise, tapotant le stylo contre le bloc-notes, le silence s'étira. C'était incroyablement détaillé, très professionnel, dis-je, elle s'éclaira immédiatement, je voulais que nous abordions cela avec maturité. Absolument, répondis-je, je tirai le bloc vers moi, pris quelques notes, signé en bas et le lui fis glisser. Tu as raison, la croissance demande de lâcher ce qui ne nous sert plus. Je me levai, pris un croissant et me dirigeai vers la cuisine. Attends, appela Rachel, c'est tout, tu acceptes. Je me retournai, bien sûr, tu sais clairement ce que tu veux, qui suis-je pour m'opposer à ton épanouissement personnel, ce serait très employé de niveau intermédiaire de ma part, sans vision. Sa confusion était magnifique, elle s'était préparée à une négociation, peut-être même à une dispute, pas à un accord immédiat. Pendant encore 3 semaines, je jouais mon rôle parfaitement. Puis vint l'appel téléphonique du mercredi après-midi. Monsieur Anderson, ici Gérald Anderson, je représente votre épouse dans votre procédure de divorce. Sa voix avait cette assurance fluide d'avocat, suggérant qu'il me rendait service en appelant. Bonjour, dis-je, Rachel vous a mentionné. J'aimerais planifier une réunion pour discuter des conditions du règlement, je pense que nous pouvons parvenir à un accord à l'amiable sans litige prolongé. Traduction, je pense que vous êtes une proie facile et que ce sera le salaire le plus simple que je toucherai ce mois-ci. Très bien, quand cela vous convient-il? Nous avons fixé vendredi à 14 h. Après avoir raccroché, j'appelai immédiatement Jennifer. Il a appelé, dis-je, veut discuter du règlement, très confiant que je vais céder. Jennifer rit, tu prends trop de plaisir à ça. Ma femme trompe avec un homme qui signe mes chèques sans le savoir, j'ai bien mérité ce moment. Vendredi arriva sous un temps parfait, je portai mon seul bon costume et conduisis ma prétendue berline honteuse jusqu'au bureau de Henderson dans le quartier financier. Son immeuble était fait de verre et d'acier, du genre où même les agents de sécurité semblaient riches. Le cabinet de Henderson occupait un emplacement de choix au 14e étage, la réceptionniste sourit poliment, me classant clairement comme le type bientôt divorcé sur le point de se faire plumer. Henderson entra 5 minutes plus tard, juste assez tard pour affirmer sa domination, pas assez pour être impoli. Il avait l'air généré par une intelligence artificielle, cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, costume coûteux, montre captant la lumière comme un signal aérien. Monsieur Anderson, dit-il avec une poignée de main étudiée, merci d'être venu. Il ouvrit sa mallette avec révérence et en sortit une montagne de papier, cet homme avait fait ses devoirs ou du moins le croyait, il avait probablement facturé à Rachel 6 ou 7 000 pour cette préparation, ce qui rendait ce qui allait suivre encore plus satisfaisant. Permettez-moi de commencer en disant que la Californie est un état de communauté des biens, tous les actifs acquis pendant le mariage sont soumis à une division égale. Renoncement, j'acquiesçai comme un bon élève. Votre épouse a été très raisonnable dans ses demandes, dit-il, elle ne réclame pas de pension alimentaire, elle demande simplement sa juste part des biens matrimoniaux. Il fit glisser vers moi un document, une proposition de division des actifs, codée par couleur et détaillée. Il avait identifié ce qu'il pensait être nos principaux biens, la maison d'une valeur de 680 000, les 2 véhicules, l'épargne commune de 23 000, et mon compte de retraite estimé à 120 000. En droit californien, dit-il, votre épouse a droit à la moitié de ses biens, nous proposons qu'elle conserve la maison, vous seriez compensé pour votre part d'équité, elle garde son véhicule, prend la moitié de l'épargne, et reçoit une portion de votre retraite. Très simple, ajouta-t-il, je pris le document et je l'étudiai en prenant mon temps, en réalité je savourais seulement l'instant avant que tout n'explose. La moitié de quoi, demandai-je enfin, la voix pleine d'une confusion innocente. Henderson cligna des yeux, pardon, la moitié de quels actifs, vous avez dit qu'elle a droit à la moitié de quoi exactement? La moitié des biens matrimoniaux que je viens d'énumérer, répondit-il, la maison, les véhicules, les comptes. Ah, dis-je en hochant lentement la tête, puis je souris, voilà le problème, ce ne sont pas vraiment nos affaires. La maison, les voitures, les comptes d'investissement, rien de tout cela n'est un bien matrimonial, ce sont des biens appartenant à l'entreprise. L'assurance vacilla,
je le vis, pardon, des biens de quelle entreprise? MRA Consulting Group, dis-je, c'est une société de conseil, vous pouvez vérifier, d'ailleurs vous devriez absolument vérifier, cela fera gagner du temps. Je le regardais sortir son téléphone et taper avec la concentration d'un homme qui commence à soupçonner que son dossier facile devient nettement moins facile, le silence qui suivit fut absolument délicieux. Le visage d'Henderson traversa plusieurs expressions en succession rapide, la confusion, l'incrédulité, l'inquiétude, pour finir sur quelque chose qui ressemblait à la découverte que toute son affaire reposait sur du sable mouvant. Vous possédez une société de conseil, dit-il lentement, oui, et les actifs appartiennent à la société à responsabilité limitée créée en 2017, 2 années complètes avant le mariage de Rachel et moi. La maison, l'entreprise la possède, nous louons à la société, les voitures sont des véhicules de société, les comptes d'investissement sont des actifs professionnels, il existe une trace écrite pour tout. Les achats, les titres, les immatriculations, les déclarations fiscales, tout est dûment documenté et déposé, la mâchoire d'Henderson se crispa, je vais devoir voir la documentation. Bien sûr, dis-je, je sortis de mon sac messager ordinaire un dossier si épais qu'il pouvait servir de cale-porte, je le fis glisser avec la satisfaction de quelqu'un qui abat une quinte flush royale. Voilà 7 ans de documentation d'entreprise, dis-je, statut constitutif, contrat d'acquisition d'actifs, transfert de titres, déclaration fiscale, licence commerciale, et mon préféré, le bail montrant que Rachel et moi louons auprès de MRA Consulting depuis notre mariage, elle l'a signé elle-même, page 43 si vous voulez aller plus vite. Henderson ouvrit le dossier et se mit à feuilleter avec une horreur grandissante, je le regardais tourner les pages, le visage blanchissant peu à peu, c'est exhaustif, finit-il par dire. J'aime être minutieux, c'est un peu ma marque, je suis très ennuyeux de cette façon, il leva les yeux et recalcula tout, le dossier facile venait de devenir compliqué, le mari malléable révélait tout autre chose. J'aurai besoin de temps pour tout examiner, dit-il, la voix nettement moins assurée qu'au début. Prenez tout le temps nécessaire, dis-je en me levant et en ajustant mon costume du prêt-à-porter, et maître Henderson. Assurez-vous de facturer Rachel pour cette réunion, et pour toutes les heures supplémentaires que vous allez passer à examiner ces documents, considérez cela comme un conseil relationnel avisé, ce sera probablement sa dernière dépense avec accès au crédit. Je sortis en me sentant comme si je flottais, ma berline m'attendait, fiable et sans jugement comme toujours. Le jeudi matin vers 9h30, je préparais le café quand le téléphone de Rachel s'alluma avec le nom Maître Henderson à l'écran. « Attends, j'y vais » cria-t-elle depuis l'étage, descendant en courant et attrapant le téléphone avec son sourire professionnel prêt à l'emploi. « Monsieur Henderson, bonjour » répondit-elle d'une voix enjouée. Je me tournai vers la cafetière, feignant de ne pas écouter, « Oui, j'ai été » elle s'arrêta, sa voix changea, « Je suis désolé, quoi ?» Le sourire professionnel disparut, « Que voulez-vous dire ? Il possède tout par une société à responsabilité limitée. » Sa voix monta d'un ton, « C'est un simple employé de niveau intermédiaire, il travaille dans les opérations, il conduit une berline. » La berline encore, toujours la berline. La voix d'Henderson était étouffée, mais je pouvais entendre la panique, « Mais j'ai signé quel document, quand ai-je, oh mon Dieu !» C'était le moment où elle se souvenait avoir signé le bail quand nous avions emménagé, celui portant le nom de MRA Consulting en haut, qu'elle avait à peine regardé, trop excitée par la belle maison. Il est le propriétaire enregistré de la société de conseil de notre entreprise, la voix de Rachel frôlait l'hystérie, tous les actifs que j'ai listés appartiennent à cette entité, ce n'est pas possible, je l'aurais su, j'aurais. Elle se tourna vers moi, nos regards se croisèrent à travers la cuisine, et je vis son visage passer par la confusion, l'incrédulité, la colère, pour finalement s'arrêter sur une expression semblable à quelqu'un qui fait des calculs complexes et déteste la réponse. « Chérie », dis-je avec ma voix la plus concernée, tout en dansant intérieurement une célébration dans la zone d'embut, ton avocat semble contrarié, tout va bien. Elle me fixa comme si je venais de révéler que j'étais secrètement un extraterrestre, sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois sans un son, elle ressemblait à un poisson réalisant que le joli étang était en réalité un aquarium. « Je te rappelle » murmura-t-elle, et raccrocha sans attendre la réponse d'Henderson. Le silence s'étira, je pris une gorgée de café, température parfaite, j'avais vraiment réussi le dosage ce matin-là. « Qu'est-ce que MRA Consulting » demanda-t-elle enfin d'une voix tremblante. « C'est mon entreprise » répondis-je simplement, société de conseil, optimisation de la chaîne d'approvisionnement, négociation de contrats, supervision de la conformité, des choses assez ennuyeuses en réalité. Ton entreprise, tu as une entreprise. Oui, depuis environ 7 ans,
fondée avant même que nous nous rencontrions, en fait elle se porte plutôt bien, elle a beaucoup grandi. Et la maison. Bien appartenant à la société, nous louons à la SARL, tu as signé le bail quand nous avons emménagé, il est enregistré au comté, tout est en règle. Les voitures, véhicules de société, déductibles d'impôts, très efficaces d'un point de vue comptable. Les comptes d'investissement, actifs commerciaux, correctement documentés, déposés, déclarés à l'administration fiscale chaque année. Jennifer, c'est mon avocate, tu ne l'as pas rencontrée, elle est très rigoureuse sur ces questions. Le visage de Rachel changeait de couleur comme un anneau d'humeur en pleine panique. Tu m'as menti, dit-elle, la voix tremblante, entre le murmure et le cri. Je n'ai pas menti, dis-je calmement, je n'ai simplement pas tout dit, tu n'as jamais demandé, tu pensais que je n'étais que Marcus des opérations et je ne t'ai pas corrigé, ce n'est pas la même chose. C'est quand même malhonnête, vraiment. Malhonnête, demandai-je, comme coucher avec ton patron pendant 6 mois, puis essayer de prendre la moitié de ce que tu croyais que je possédais quand tu as demandé le divorce. Il y a une grande différence entre cacher quelque chose et trahir ouvertement. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis pâlit, attends, Brandon, il signe, oh mon Dieu. Assurez-vous de facturer Rachel pour cette réunion, et pour toutes les heures supplémentaires que vous allez passer à examiner ces documents, considérez cela comme un conseil relationnel bienveillant, ce sera probablement sa dernière dépense avec accès au crédit. Je sortis en me sentant léger, presque euphorique, ma berline m'attendait dehors, fidèle et sans jugement comme toujours. Le jeudi matin, vers 9h30, je préparais le café quand le téléphone de Rachel s'alluma, le nom Maître Henderson s'affichait sur l'écran. « Attends, j'y vais !» cria-t-elle depuis l'étage, descendant en hâte pour attraper le combiné avec son sourire professionnel parfaitement en place. « Bonjour Maître Henderson, dit-elle d'une voix claire, je me tournai vers la cafetière, feignant l'indifférence. « Oui, j'ai été », elle s'interrompit soudain, sa voix changea, « je suis désolé, quoi ?» Le sourire disparut, « Que voulez-vous dire ? Il possède tout par une société à responsabilité limitée. » Sa voix monta d'un ton, « Mais c'est un simple employé, il travaille dans les opérations, il conduit une berline. » Encore la berline, toujours la berline. La voix d'Henderson était étouffée, mais je pouvais percevoir la panique. Quel document ai-je signé, quand ai-je, oh mon Dieu. C'était le moment où elle se souvenait avoir signé le bail lorsque nous avions emménagé, celui avec le nom Emera Consulting en haut, qu'elle n'avait presque pas lu, trop excitée par la jolie maison. Il est le propriétaire enregistré de la société de conseil de notre entreprise, dit Henderson au téléphone, la voix de Rachel frôlait l'hystérie, tous les actifs que j'ai listés appartiennent à cette entité, ce n'est pas possible, je l'aurais su, j'aurais. Elle se tourna vers moi, nos regards se croisèrent à travers la cuisine, et je vis sur son visage défiler la confusion, l'incrédulité, la colère, pour finir sur cette expression d'une personne qui fait des calculs complexes et déteste le résultat. « Chérie », dis-je avec mon ton le plus calme et compatissant, tout en célébrant intérieurement comme un joueur marquant un touchdown, ton avocat semble contrarié, tout va bien. Elle me regarda comme si je venais d'admettre être un extraterrestre, sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois sans un son, elle ressemblait à un poisson découvrant que les temps paisibles étaient en fait un aquarium. « Je te rappelle », murmura-t-elle avant de raccrocher sans attendre la réponse. Le silence s'étira, je pris une gorgée de café, température parfaite, j'avais vraiment trouvé le bon équilibre ce matin-là. « Qu'est-ce que Emera Consulting ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. « C'est mon entreprise », répondis-je simplement, société de conseil, optimisation de la chaîne d'approvisionnement, négociation de contrats, supervision de conformité, des choses très banales en vérité. Ton entreprise, tu as une entreprise. Oui, depuis environ 7 ans, fondée avant même notre rencontre, elle fonctionne très bien, elle a beaucoup grandi. Et la maison, appartenant à la société, nous louons via la SARL, tu as signé le bail quand nous avons emménagé, il est enregistré au comté, tout est légal. Les voitures sont des véhicules d'entreprise, déductibles d'impôts, très efficaces sur le plan comptable. Les comptes d'investissement, des actifs professionnels, documentés, déclarés, transmis chaque année à l'administration fiscale. Jennifer, mon avocate, tu ne la connais pas, mais elle est extrêmement rigoureuse. Le visage de Rachel changeait de couleur comme un anneau d'humeur en panique complète. Tu m'as menti, dit-elle d'une voix qui tremblait entre le cri et le murmure. Je n'ai pas menti, dis-je doucement, je n'ai simplement pas tout dit, tu n'as jamais posé la question, tu pensais que je n'étais que Marcus des opérations et je ne t'ai pas contredite, ce n'est pas la même chose. C'est quand même malhonnête, répondit-elle, vraiment.
Malhonnête, dis-je, comme coucher avec ton patron pendant 6 mois, puis tenter de prendre la moitié de ce que tu croyais que je possédais en déposant une demande de divorce. Il y a une différence entre garder quelque chose pour soi et trahir ouvertement. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis pâlit. Attends, Brandon, il signe, oh mon Dieu. Oui, dis-je, il approuve mes factures. Pas directement, bien sûr, elle passe par plusieurs niveaux de validation, mais oui, mes rapports pour Sterling Industries finissent sur son bureau, c'est un vice-président principal, alors oui, il les signe. Quelle coïncidence incroyable, n'est-ce pas? Elle rit, mais ce n'était pas un rire heureux, c'était celui qu'on pousse quand on comprend qu'on a perdu. Tu avais tout planifié, dit-elle. J'ai planifié de protéger mon argent, répondis-je, comme tout propriétaire d'entreprise intelligent le ferait, le reste, c'est toi, tu as trompé, tu as demandé le divorce, engagé un avocat requin, et fait un PowerPoint sur la façon de me dépouiller, moi j'avais simplement une bonne paperasse. Elle s'effondra sur une chaise de cuisine, les jambes visiblement incapables de la porter. Henderson dit que je n'ai rien, la maison, les voitures, les comptes, tout est séparé. Techniquement oui, répondis-je, le meilleur genre de justesse. Elle fixa la table, pourquoi je n'ai pas lu le bail, ses yeux se remplirent de larmes, comment as-tu pu me faire ça? Pour la première fois, je ne ressentis pas de pitié, ce sentiment s'était épuisé depuis des mois, peut-être une pointe de déception, peut-être de la tristesse que tout se termine ainsi. Comment j'ai pu, dis-je en posant doucement ma tasse, Rachel, je ne t'ai rien fait, j'ai construit quelque chose, je l'ai protégé, j'ai suivi la loi, c'est toi qui as trompé, c'est toi qui as tenté de prendre ce qui ne t'appartenait pas, c'est toi qui t'es moqué de moi dans une présentation. Je me dirigeai vers le couloir, puis m'arrêtai, pour ce que ça vaut, je t'ai vraiment aimé au début, je pensais que nous étions une équipe, mais tu m'as vu comme un remplaçant, quelqu'un que tu quitterais quand quelque chose de plus brillant se présenterait. Alors oui, j'ai séparé le travail et la vie personnelle, pas parce que j'avais prévu tout cela, mais parce que je ne suis pas stupide. Je la laissai là, assise au milieu de ses plans en ruine, et retournai dans mon bureau. Mon téléphone vibra, Jennifer, Henderson vient d'appeler, il a l'air de s'effondrer, meilleur jeudi de ma vie, répondis-je, je viens de voir Rachel recevoir la nouvelle, facilement dans mon top 10 des meilleurs moments, pas encore top 5, voyons comment la journée évolue. Je repris l'examen des rapports trimestriels, même quand ton mariage s'écroule, le travail ne s'arrête pas. Les documents de conformité de Brandon venaient d'arriver dans ma boîte mail, l'ironie était parfaite, si le karma avait une bande-son, les 2 jours suivants auraient été ses plus grands succès. Henderson rappela, la voix d'un homme vieilli d'une décennie en une nuit. Monsieur Anderson, je dois examiner vos dossiers d'entreprise, il y a des irrégularités. Des irrégularités, demandai-je, tout est déclaré proprement, impôts, actifs, tout documenté. Oui, dit-il d'un ton douloureux, ma cliente n'avait pas réalisé combien vous possédiez réellement. Ma cliente, pas votre épouse, déjà en train de se distancier. Eh bien, dis-je, elle n'a jamais demandé, la communication est importante dans un mariage. Une semaine plus tard, tout explosa. Il s'avéra que Brandon était marié lui aussi, son épouse, Madame Torres, siégeait au conseil d'administration de l'agence, et le conseil n'aimait pas les dirigeants qui couchaient avec leurs subordonnés. Brandon fut renvoyé, sans opportunité nouvelle à venir, juste une boîte sous le bras. Rachel perdit son emploi le même jour pour violation de politique interne, les ressources humaines ne lui laissèrent même pas le temps de faire ses cartons. Dave m'envoya un message, mec, Brandon et ta femme viennent de se faire virer, tout le monde en parle sur Slack, certains postent des emojis popcorn. Je me renfonçai dans mon fauteuil et souris, je n'avais rien fait, je n'avais pas appelé les ressources humaines, ni contacté Madame Torres, j'avais juste laissé les faits parler d'eux-mêmes. Ce soir-là, Rachel appela en pleurs, tu m'as détruite Marcus, j'ai tout perdu. Je ne t'ai pas détruite, dis-je, j'ai seulement gardé des preuves. Puis je raccrochai et dormis mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. 3 mois plus tard, j'étais dans un café avec Jennifer, riant autour de latte. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait fait un PowerPoint, dit Jennifer, avec des graphiques à secteur. Certaines personnes pensent être les plus intelligentes de la pièce, dis-je, en réalité, elles ne vérifient simplement pas les chiffres. Rachel était retournée vivre chez sa mère, ce qui ressemblait à un karma parfait, Brandon était parti en Floride pour recommencer, ce qui veut dire se cacher. J'achetai un appartement en centre-ville, 32e étage, belle vue, techniquement propriété de Emera Consulting. Leçon apprise, ne jamais mélanger amour et comptabilité.
Et maintenant, demanda Jennifer, des rendez-vous, du conseil en vengeance. Je ris, probablement juste du travail, peut-être un passe-temps qui n'implique pas de tableur sur l'infidélité. Mon téléphone vibra, un mail de Rachel, objet, nous devrions parler, 3 paragraphes de regrets et de remords. Jennifer leva un sourcil, tu vas répondre. Je le déplaçai dans les spams et mis un filtre pour supprimer les suivants, non, je vais bien. Elle leva sa tasse, à la vengeance intelligente, je pressai la mienne, et au karma fiscalement avantageux. Le truc avec la vengeance, dis-je, ce n'est pas qu'elle soit meilleure froide, elle est meilleure propre, légale et dûment enregistrée. Être ennuyeux et prudent s'était révélé être le choix le plus brillant de tous. Ma vieille Honda roule encore, excellent rendement, ne ment jamais, ne trompe jamais, ne tombe jamais en panne. Parfois, les choses simples durent le plus longtemps, et parfois, l'homme ennuyeux dans la pièce, c'est juste celui qui sait attendre assez longtemps pour voir les autres se brûler eux-mêmes.